Mesdames et messieurs, bonsoir. La radio Passion Culturelle RPC a le plaisir de vous retrouver en ce début d'année 2021. Tous nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous nous retrouvons pour une autre édition de l'émission littéraire Le Livre en Question. Le Livre en Question, c'est le rendez-vous des auteurs de livres ou romans de toute nationalité. Tous les genres littéraires qui nous viennent des quatre coins du monde sont aussi mis en exergue. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez aimés. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons notre amour pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle, RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées. Par email, contact@larpcplus.online, par le WhatsApp, le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par le Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page like Facebook de l'émission Le Livre en Question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous mettons à l'honneur l'auteur Véronique Diarra. Présentation de l'auteur du jour. Véronique Diarra et l'ensemble de ses œuvres. Citoyenne du monde, Véronique Diarra a vécu un peu partout sur cette planète au gré des affectations de son père, haut fonctionnaire international. Si sa famille puise ses origines dans 3 pays africains, Congo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, elle-même vit en région parisienne où elle enseigne. C'est forte de cette expérience qu'elle nous livre ses observations sur la jeunesse. Écoutons Lydia Antoine qui nous lit ici des extraits de 2 romans de Véronique Diarra. Il s'agit de Chouka la danseuse sacrée et Agnon l'été, une vie d'Amazone. On écoute Lydia Antoine. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de l'émission littéraire Le Livre en Question. Bonsoir Simplice. Nous allons présenter 2 livres de Véronique Diarra ce soir. Je vais vous lire des extraits de 2 de ses romans. Mais avant de vous les lire, je vous souhaite bonne, heureuse année 2021. Santé avant tout, bien sûr succès et prospérité. Premier extrait. Chouka, la danseuse sacrée de Véronique Diarra. Nous sommes au début du XVIe siècle en Afrique, dans un pays imaginaire, le Mocambique. Chouka, belle danseuse sacrée, plaît au génie protecteur de son royaume. Une guerre éclate entre les guerriers du Mocambique et des envahisseurs venus d'Europe. Ils sont là dans un but précis, une chasse à l'homme, pour envoyer des esclaves dans le Nouveau Monde. Après les combats, un nouveau venu se présente. Quel est donc ce visiteur si séduisant qui arrive dans le paradisiaque royaume du Mocambique? Que cache-t-il sur son masque de diplomate? Chouka le découvrira-t-elle ou tombera-t-elle sur son charme? Deuxième extrait. Agnon l'été, une vie d'Amazone de Véronique Diarra. Pour Agnon l'été, hors de question de se marier. Elle sera une guerrière et s'engagera dans une lutte sans fin pour la liberté. Agnon l'été est une jeune recrue de l'armée des Amazones qui combattent pour la protection du roi Ento. C'est une jeune fille très belle et désirable. Mais elle est avant tout une guerrière. Elle ne peut ni se marier ni avoir des enfants. Sa beauté ne manque pas de soulever des passions et de faire chavirer des cœurs comme celui du roi Aosso. Il en fera les frais pour avoir voulu utiliser la force, car Agnon l'été est courageuse, sculptée et puissante. Elle le laissera défigurer avant d'entreprendre son périple vers le sud-est le long de l'Atlantique. Avec ses sœurs d'armes amazones, elles mettent en déroute plusieurs fois des compagnies portugaises ou hollandaises pratiquant la traite négrière. Puis elle va partir.
Elle traverse le pays Yoruba et marche jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo pour se mettre au service de la reine Nzinga, des royaumes fédérés de Ndongo et du Matamba, à Luanda de l'actuel Angola. Merci Simplice, à la semaine prochaine. Merci à toi Lydia Antoine et encore bonne et heureuse année à toi. Écoutons maintenant Véronique Diarra qui répond à nos questions. Nous recevons ce vendredi en interview l'auteur, Madame Véronique Diarra. Elle est avec nous, elle va répondre à nos questions. Bonjour Madame Véronique Diarra. Bonjour. Alors, vous êtes écrivaine, auteure. Déjà, essayez de vous présenter à nos auditeurs, au-delà de la petite présentation sommaire que nous avons faite. Essayez de vous présenter aussi à nos auditeurs, avant tout propos. Bien sûr. Bonsoir. Je suis Véronique Diarra. Je suis professeure de français depuis 1987 et je suis devenue auteure en 2017. Je me suis consacrée à mes romans et je souhaite vraiment m'exprimer pour raconter à mes lecteurs l'histoire d'Afrique, la véritable histoire d'Afrique, pas celle qui figure dans les livres où s'expriment des historiens européens qui racontent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Non, je raconte l'histoire d'Afrique telle que les historiens africains, tels que les historiens antillais la racontent, parce que les descendants de ceux qui ont vécu des événements sont mieux placés pour expliquer ce qui s'est passé. Cette motivation me vient justement du fait que je ne veux plus que l'histoire d'Afrique soit racontée par d'autres personnes. Je ne veux plus que des gens qui se disent nos vainqueurs nous présentent comme eux, ils voudraient nous voir. Alors voilà, je suis en quelque sorte mue par un ressort qui me projette vers une idée de dire ce qui s'est passé selon nos propres yeux, selon notre propre regard. Alors, est-ce que vous disposez d'un certain nombre d'éléments, d'outils d'investigation pour remettre au grand jour ce qui s'est passé, parce que ça date quand même. C'est vrai. Tout d'abord, je dispose des réponses que l'on me donne au niveau familial. Je pose des questions aux personnes plus âgées et ils me répondent. Ensuite, je me permets de faire des recherches dans les transcriptions de tout ce que les griots ont pu raconter. Et puis, j'assiste à des réunions, d'information et à des conférences de professeurs d'histoire africains et antillais. Je lis leurs livres et j'observe ce qu'il y a comme objets d'art qui sont à ma portée. Et avec tout cela, j'arrive à reconstituer l'histoire. Et je me suis mise à écrire à partir disons que j'ai commencé à écrire en 2013, mais le premier roman est sorti en 2017. Quel est le retour avec le public africain par rapport à vos écrits, et même avec la jeune génération? Le public africain apprécie ce que j'écris. On prétend qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs parmi les Africains. Bon, peut-être que dans une certaine proportion, c'est vrai, mais les personnes cultivées apprécient vraiment ma façon de raconter les faits historiques ou les faits d'actualité. Quant aux jeunes, les jeunes, surtout quand ce sont des élèves ou des étudiants, ils aiment bien que je leur parle de ce qui s'est passé autrefois, bien avant l'arrivée des Européens, ce qui s'est passé précisément quand les Européens sont venus et ce qui se passe jusqu'à présent. Est-ce que les élèves que vous aviez dans votre établissement, dans l'éducation nationale, sont intéressés par ce que vous écrivez? Les élèves que j'ai eus à l'éducation nationale, oui, ça les intéresse. Qu'ils soient africains ou européens, ils aiment bien
suivent un petit peu ce que je fais depuis que je ne suis plus avec eux. Il vous posait quel genre de questions? Eh bien, bon, ben, les petits Français me posaient des questions dans le genre, est-ce qu'il y a des villes en Afrique? Bon, Est-ce qu'il y a des villes en Afrique? Ah ouais, est-ce qu'il y a des villes en Afrique? Oui, mais et vous répondez quoi? Ce n'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit, ou du mépris. C'est que les masses médias, qu'est-ce qu'ils présentent de l'Afrique? La nature, les villages, la pauvreté, la misère. Quand c'est beau, c'est pittoresque, et quand c'est moderne, c'est laid. Alors, comme ils n'ont que ces images-là négatives ou des images très arriérées, bon, ben, beaucoup se demandent s'il y a des villes en Afrique. C'est en plein 21e siècle, c'est dit que bon, vous avez du pain sur la planche. Ah oui, et j'en suis ravie. Alors, peut-être c'est tout cela qui vous a poussé à quitter l'éducation nationale, non? Bon, l'éducation nationale en Afrique, elle est très bien faite parce qu'on est resté sur l'ancien système, c'est-à-dire la façon d'enseigner avant les années 80 est restée la même en Afrique, et surtout en Afrique, on a le respect du professeur. En Afrique, que ce soit un élève turbulent ou un parent d'élève très fier de lui, il aura toujours à cœur de vouloir que l'enseignant soit respecté. Maintenant, ici, c'est devenu autrement. J'ai rencontré des élèves très turbulents, des élèves qui n'étaient pas toujours polis, voire même insolents ou agressifs, soutenus par leurs parents qui nous critiquent en leur présence, de sorte que je trouve qu'il n'est pas très intéressant de continuer à enseigner dans ces conditions-là, surtout que moi, j'enseigne avec bienveillance, et avec de tels individus, on est obligé de devenir sévère. Et moi, ça me fatigue de jouer toujours les professeurs sévères. Alors, je me suis dit, puisque je sais raconter par écrit, eh bien, je vais me mettre à écrire mes romans de façon professionnelle. Voilà. Alors, on va donc maintenant venir à vos œuvres. Vous allez nous citer quelques-uns de vos œuvres et puis peut-être nous expliquer éventuellement la trame de ces œuvres. Le tout premier, c'était quoi? C'était quoi comme livre? Le tout premier, c'était Chouka, la danseuse sacrée, chez l'Harmattan. Si vous les avez entre vos mains, vous pouvez éventuellement les présenter. Éventuellement, sinon, bon, c'est bon. Chouka, la danseuse sacrée, j'en ai pas d'exemplaire sous la main. Non, il n'y a pas de souci. Donc, allez-y. Voilà, alors Chouka, la danseuse sacrée, me permet de raconter le début de l'esclavage. C'est-à-dire, je crois que je remonte au début du XVIe siècle, en 1510, par là, autour de 1510, et je raconte comment les pays d'Afrique ont été agressés, je dis bien agressés, parce que les Européens voulaient imposer l'esclavage sous prétexte qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre et que les Africains leur semblaient très forts physiquement, capables de soulever de lourds poids, capables de s'occuper de gros travaux. Alors ils sont venus pour attaquer les villages côtiers dans un premier temps, afin d'enlever des gens pour en faire leurs esclaves. Et le deuxième livre? Le second livre, alors Non, je ne tairai plus, est un roman d'actualité. C'est un roman d'actualité parce que je soulève le problème du harcèlement moral quand il est fondé sur le racisme. Parce que, hélas, le racisme existe encore en Occident. Là, je me place précisément en France, en région parisienne, et de nos jours, une collégienne que j'ai appelée Audrey, la voici, est la victime d'un gang, un groupe de camarades qui la poursuivent et la menacent, lui font subir tout un tas de brimades. Et le jour où elle ne se tait plus, le jour où elle s'exprime, c'est ce jour-là que ses problèmes vont reculer et que la justice va lui être rendue.
Et vous avez déjà été victime de racisme vous-même? Oui, je l'ai été. Mes sœurs l'ont été, plus tard mes nièces, enfin mes filles, et même des élèves qui sont venus se confier à moi. Alors j'ai trouvé que ça suffisait comme ça. Voilà. Trop de souffrance, les enfants ne méritent pas ça. Et j'ai tenu à écrire un livre qui raconte et surtout qui explique le mécanisme afin que chacun puisse y trouver son message. Le jeune qui subit le harcèlement, le jeune qui se permet de harceler ses camarades. Et puis, j'interpelle les adultes, les parents d'élèves ou les professeurs comme moi, afin que nous puissions savoir quelle est l'attitude à adopter, quelles sont les décisions à prendre pour chasser le harcèlement moral et le racisme de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées. Et le troisième Le troisième, là, nous allons dans l'histoire. Voici Agnon-Lettet, une vie d'Amazone. Nous allons au XVIIe siècle, dans l'actuel Bénin, et nous rencontrons les Agodiens, c'est-à-dire les combattantes, celles qui ont voué leur vie à la guerre pour protéger leur roi et leur peuple. En ce temps-là, XVIIe siècle, l'esclavage s'intensifie et les mouvements de résistance se développent. Et je présente les mouvements de résistance qui ont été initiés par des femmes. Je rends hommage aux femmes qui se sont illustrées dans ce combat contre l'envahisseur européen, contre l'esclavagiste. Agnon-Lettet, en tant que guerrière, va rencontrer la reine Nzingambandé, dont vous avez peut-être entendu parler. Elle est reine de l'actuel Angola. Oui, Angola, ouais, si. Voilà, donc elle apparaît dans ce livre à partir du chapitre 20. Agnon-Lettet va se mettre à son service et former une armée féminine afin de lutter à ses côtés, aux côtés de la reine, contre les Portugais et les Flamands. C'est un livre qui est vraiment rempli d'actions. Au-delà de la réalité, il y a aussi une part de fiction, un peu, non? Vous mélangez la fiction à la réalité. Puisque Agnon-Lettet, je l'ai inventé. Son nom signifie « tu es belle ». Bah oui. J'ai inventé Agnon-Lettet, mais les guerrières du groupe ethnique Fon ont réellement existé à partir du XVIIe siècle. Les Amazones, vous avez dit. A réellement existé. L'esclavage tel que je le présente a existé et les résistances à l'esclavage telles que je les raconte ont eu lieu. Et même si elles n'ont pas triomphé, elles méritent d'être citées parce que ceux et celles qui les ont menées sont des héros. Nous avons besoin de connaître nos héros. Bien sûr. Alors, il y a un autre livre encore à voir ou bien... Il y a Le dernier voyage du roi Aboubakri Keïta. Nous remontons cette fois jusqu'au XIVe siècle. En 1312, Aboubakri II, petit-fils de Soundiata Keïta, a appris en faisant ses études que la terre est ronde. Alors, il a décidé d'aller à la rencontre des peuples de l'autre rive. Il va donc faire armer une flotte. Quand je dis faire armer, je veux dire faire construire une flotte. Il va s'embarquer sur un grand nombre de navires avec toute sa cour et traverser l'océan Atlantique. Il arrivera sur une grande île de la mer des Caraïbes. Cette île est peuplée par les Taïnos. Il s'agit du peuple des Caraïbes qui n'ont rien à voir avec les Indiens. Et dans ce roman, nous allons voir comment les Mandingues et les Taïnos font connaissance et fusionnent parce que malgré leurs différences, ils ont un idéal de paix et de justice, de sorte que leur rencontre va très bien se passer. Oui, donc Aboubakri a bien été avant Christophe Colomb. Bien avant, 180 ans avant Christophe Colomb. Il est arrivé sur Haïti. C'est bien à savoir. Oui. Alors, éventuellement, si vous avez, disons, on va vous demander quel est votre secret pour être si prolifique à écrire. J'ai déjà vu 4 livres, là, du coup. Eh bien, je crois que j'ai hérité du don de ma mère
ma mère, Simone Kaya, qui fut, parce que paix à son âme, elle n'est plus de ce monde, mais elle fut la première écrivaine de Côte d'Ivoire. La première dame qui a écrit un roman en Côte d'Ivoire, c'est ma mère, Simone Kaya, née Simone Ladizana. Voilà, ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous. Alors, si vous avez un conseil à ceux qui veulent entamer une carrière littéraire aussi comme vous, oui. Peut-être un message à l'endroit de nos auditeurs aussi. Oui. Alors, je dirais à ceux qui veulent se mettre à écrire que c'est un métier que l'on fait par passion, mais c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Parce que pour écrire un livre, il faut prendre le temps, ressentir l'inspiration, s'exprimer, mais revenir plusieurs fois sur ses écrits pour être sûr que c'est bien exprimé, qu'il n'y a pas de faute. Et puis, quand on n'est pas encore connu, eh bien, il y a le long cheminement que l'on fait pour présenter son manuscrit à des maisons d'édition qui, bien souvent, font la sourde oreille ou ne veulent même pas vous recevoir. Donc, ça peut prendre du temps. Vous pouvez chercher pendant 1, 2, 3, 4 années ou même plus, jusqu'à ce qu'un éditeur accepte de vous donner une chance et édite ce que vous avez écrit. Et une fois que le livre sera fait, il faudra que vous sachiez vous-même faire la promotion de votre livre afin qu'il soit connu, qu'il soit lu. Ça demande vraiment de la patience. Ce que je peux dire à ceux qui veulent écrire. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous sur la radio Passion Culturelle. Merci aussi à Wilson qui a assuré la technique. Merci à Lydia, à Antoine. Voilà. Donc, on s'est dit au revoir et peut-être à la prochaine fois sur notre radio. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Madame Diarra, merci Lydia Antoine. Retrouvons notre ami le talentueux Philippe Bonner, originaire de la Guyane et de la Martinique, qui nous chante ici le titre Hippolomane. Philippe Bonner. Hippolomane, ou bon, en gadati, nous bon qui ça. Dans nous contrer, Américain caribaye qui t'est gaveyé en l'air, tout y est pas même inquiété, pas tout colon yon rivé. Y'a juste pas la tête qui fait force et Pérou existe, y'a pas de guerre assez, qui était les taux bouillés. Alors colon exterminé, évangélisé, colonie, c'est nous frayer résister. Les colons y ont été armés. Et puis des chargés africains, esclaves qui mettaient bagnolets. Tout esclavage fini, fermeture du bagne aussi. Pisto petit ka ouais misère, pitié même ka évolué. Ton ka passé, pour y mettre la fisée. Y'a déplacé, ça qui t'est bien bâti, mettez-y en cité. Pas qu'à dromi, tout dit donc à bouillir. Il faut y faire panga non maintenant. Chaque sang qui coulait, oh, on l'a dit. Marquez-li pour la vie. 10 ans tout pays à contrer, puis année. Tipi non, nous qu'a fait l'unité. Nous chaque sévéri connaître nous sans relais. Nous savons qui ça pour nous faire à nous côtés. Jouer sans poula, jouer à wassa, jouer tomboula, oh casse. Nous manquons ça. Hippolomane, au bon, en gadati, nous bon que ça. La Guyane, gars toute façon pied bois.
pour couper bois, pour ça c'est l'or. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, couleur nos papas, couleur nos pays. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, couleur nos papas, couleur nos pays. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, sur ma terre, couleur nos papas, je voudrais couleur nos pays. Connaître Cayenne. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, sur ma terre, couleur nos papas, je voudrais couleur nos pays. Connaître Cayenne. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, sur ma terre, couleur nos papas, je voudrais couleur nos pays. Connaître Cayenne. Vert, or, rouge, la couleur nos mamans, sur ma terre, couleur nos papas, je voudrais t'emmener pour connaître la Guyane. Donc élevé, donc élevé, donc élevé, donc élevé la Guyane. Faut t'élever, donc élevé, donc élevé, donc élevé. Nous jouons les gens, nous jouons les gens, nous montons ça. Donc élevé, donc élevé la Guyane. Donc élevé, donc élevé, donc élevé la Guyane. Donc élevé, faut t'élever, donc élevé la Guyane. Nous jouons ça, nous jouons ça, donc élevé. Nous arrivons maintenant à notre rubrique, l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression mystère boule de gomme. Origine et définition. L'origine de cette expression est un mystère en soi. Elle aurait été employée pour la première fois par Henri de Monterland en 1949 dans sa pièce Demain il fera jour. Pour d'autres, il s'agirait d'un jeu de mots construit à partir du mystère de la Begum, faisant référence au roman de Jules Verne, Les 500 millions de Begum. Une dernière explication suggère que cette locution serait liée aux boules de cristal de voyantes qui, si elles sont faites d'une manière opaque, empêchent de déceler le mystère. L'utilisation courante et populaire de cette expression fait référence à une chose dont on ne sait rien, qui reste un mystère à découvrir. Mystère et boule de gomme donc. C'était l'expression de la semaine, mystère et boule de gomme. Une virgule musicale avec Eric Negrite dans Décollons. En décoller, faut pas nous coller, nous fait décoller, sans coller, en décoller, moi puis décoller, décoller moi. Ce qu'a songé en 2000, à te faire une belle musique, qui t'est qu'à parler d'écho, tout le monde t'a aimé lui, depuis mon seul là ça, allo monde qu'a crié ça va j'en déranger moins, bien au contraire ça fait moins rico. En jouant dans Welele, en montré en bel chingok, nous mettez nous qu'à discuter. En l'aimant des moins qui n'ont moins, en s'il criait moins trop, il mettait qu'à rigoler. En même parlant là, en mandé qui n'ont allé, il dit moi c'est la virus, mes amis qui ont moins sauté. En bâton ma charrière, en mettre moi qu'à réfléchir. C'est moi sorti éveil, j'en tout qui l'a j'attends Noailles. La voix s'en fait vraiment tout seul, ouais mieux vite tes oreilles dis-moi. Coronavirus, pas demandez-moi pour le virus. Coronavirus, comme on ne passe à voler hier. Coronavirus, peut-être il a nous pas savé. Coronavirus, il a espionné ou pas qu'à voir. L'organivirus, en bête pour faire par vue. Si bien qu'il tombe en d'oreille, si quoi est bien raffiné. L'oreille qu'a souri bas, une idée dans le bonheur. Il est tellement séduisante, où t'es que fait le tour du monde. Mes amis en fout de galop, la voix il dit moi faites à Wuhan. Coronavirus, faites attention à la virus. Coronavirus, à tout moment il peut débarquer. Coronavirus, depuis près de 3 mondes semblés. Coronavirus, c'est ça qui a demandé pour y exister. Faites attention.
beau Jean-Pierre Babal, nous qu'a souhaité Père Noël, avec Papa Noël, la langue et la chaleur, nous envie de bonne année. Les gestes barrières, c'est important. Gage la vie chavirée, les négatifs qui caprimés, la vie au positif, tout de suite tout isolé. Protéger famille, protéger Timona, protéger Zambia, protéger corps. Bravo. Notre rubrique en librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie ou sur des librairies en ligne. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission littéraire, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Masquelili, auteur Danny Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obi-Techi. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, un de nos collaborateurs. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin, qui est aussi chroniqueur sur cette émission. Les recueils de nouvelles fictions, trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, les auditeurs et nos chroniqueuses partagent leur expérience de lecture. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Lucrèce Taïro nous propose son coup de cœur littéraire. Elle nous parle du livre Cotton County d'Eleanor Henderson. Lucrèce Taïro. Chers auditeurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve en ce début d'année 2021 pour une nouvelle chronique littéraire. Mais avant de commencer, je souhaiterais marquer une pause. Une pause pour prendre le temps de vous dire merci. Merci de nous écouter, vous, amoureux des livres, qui par votre fidélité nous donnez la force et le désir de continuer à partager avec vous nos coups de cœur littéraires. À tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Et pour ce début d'année, j'ai choisi de partager avec vous un livre empreint d'histoire. L'histoire de la ségrégation raciale qui sévissait, et sévit toujours d'ailleurs aux États-Unis. Cotton County, et on appréciera mon accent du sud des États-Unis, est un roman d'Eleanor Henderson, d'origine grecque, ayant grandi aux States, comme on dit. Dans Cotton County, Eleanor Henderson décrit parfaitement la blessure raciale indélébile de l'Amérique, pour reprendre les termes du Times. Ah, la blessure raciale indélébile de l'Amérique. Un puits d'inspiration sans fond pour les auteurs. Il faut dire que malgré les années qui les séparent, il y a encore tellement de similitudes entre l'Amérique de Kennedy et celle de Donald Trump. Dans son roman, Eleanor Henderson a elle choisi de parler de l'Amérique de la Grande Dépression, en faisant la liaison du parcours de deux femmes, que seule la couleur sépare. Je vous lis un extrait. La dernière fois qu'il avait neigé à Cotton County, vers la fin du mois de décembre 1899, une blanche avait été lynchée dans la ville de Meredith. La neige arriva et repartit en moins d'une heure. Duke Jessup avait 8 ans et c'était son premier lynchage. Il ne savait pas qu'on pouvait pendre une femme, encore moins une blanche. C'est d'ailleurs plus une fille qu'une femme. Elle avait 15 ans,
appartenait à une famille de saisonniers itinérants qui venaient d'arriver dans le comté, et elle était enceinte. À l'en croire, le père du bébé était le médecin du coin. Cet homme était plus âgé, blanc et déjà marié. Le frère de la jeune fille avait eu une explication avec lui et l'avait tué en lui plantant un couteau dans le cou. La foule en colère voulut s'en prendre au meurtrier, mais il avait déjà quitté la ville. Alors, elle s'en prit à la fille et la tua avec ce même couteau. Quand ils la pendirent, en chemise de nuit, à l'enseigne du barbier qui jouxtait le cabinet médical, le couteau dépassait encore de son ventre arrondi, comme un drapeau planté au sommet d'une colline. C'est là que Duke la découvrit, lorsque la neige se mit à tomber. Son père l'avait réveillé au petit matin afin qu'il se joigne au chariot qui se rendait à Meredith pour assister au spectacle. Un noir, c'était différent. Si l'on vous réveillait pour vous mêler à la populace, vous pouviez vous lever ou choisir de rester au lit et vous rendormir. Mais une blanche, ça valait le détour. Il y avait plus de monde réuni sur la grande place que Duke n'en avait jamais vu en un seul endroit, et son père le hissa sur ses épaules pour qu'il ait une meilleure vue. La neige se mit à tomber à l'aube, comme si le jour s'assombrissait avant même de se lever. Les flocons tombaient sur la tête de Duke et sur celle de son père. Ils tombaient sur la tête de la fille, sur son visage, ses épaules et le dessus de ses pieds nus. Duke se dit qu'elle avait l'air d'avoir froid. « On a froid quand on est mort, papa ?» demanda-t-il. Et son père répondit « Ah, pas là où elle va. » À leur retour à la ferme, le soleil brillait. La fille avait été décrochée de l'enseigne comme un drap d'une corde à linge, et la neige sur le sol avait fondu, comme si rien ne s'était passé. Cotton County, roman d'Eleanor Anderson, paru aux éditions Albin Michel. Merci à toi, Lucrèce. L'actualité du livre. Dans la rubrique L'actualité du livre, écoutons l'écrivain poète Phoenix Jasmin. Il nous livre ici un poème en hommage aux victimes du séisme à Haïti le 12 janvier 2010. Phoenix Jasmin. 12 janvier noir. Le soleil se déprima, puis se coucha au pied des larmes. 1000 bougies s'allumèrent devant la cathédrale d'un Port-au-Prince en torche d'avocat. Qui plaide le sang des innocents de la nature? La prière se donna rendez-vous au champ de Mars, sans nul leadership. Puis la chorale détonna dans la douleur, sans maestro. Au calme de l'espérance, pouvant dulcifier des rêves cassés en 1000 morceaux de stress, jusqu'à l'écho d'un traumatisme noir, ayant la même magnitude que le séisme qui fit débouler ma république, jusqu'à la transformer en un cimetière, à la belle étoile sans tombe ni baron. Oh, 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 odeur fraternelle et répugnante. Oh, oh, musée des ossements en pleine rue. Hélas, les chiens ont un nouvel ennemi, Lucie. Où fut ta main soignante, pauvre nature, car vers toi monta le sang des innocents du 12 janvier noir. Mon coup de cœur, mon livre coup de cœur littéraire. Notre deuxième chroniqueuse, Dani Loni, pour son coup de cœur littéraire. Pour ce vendredi, elle nous parle du livre Mes mémoires d'Alexandre Dumas, paru à la librairie académique Perrin. Écoutons Dani Loni. Bienvenue aux auditeurs et bonjour à l'équipe de la RPC. Toujours la joie de vous retrouver en ce début d'année 2021.
Je serais heureuse de savoir que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de fin d'année en contact avec ceux qui vous sont chers, physiquement ou virtuellement, et je vous souhaite une nouvelle année pleine d'espérance et de santé. Aujourd'hui, ma rubrique est consacrée à l'autobiographie d'Alexandre Dumas, père, intitulée Mes mémoires, écrite par lui-même, parue à Librairie académique Perrin. Il est l'excellent et célèbre écrivain, auteur des incontournables Trois Mousquetaires et du comte de Monte Cristo, ainsi que 20 ans après, puis le vicomte de Bragelonne. Alexandre Dumas est né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Il est décédé le 5 décembre 1870 au hameau de Puy, près de Dieppe, en Seine-Maritime. Il est le fils du général Thomas Alexandre David de la Pailletterie et de Marie-Louise Labouret, son épouse. Son père est né à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Il était le premier général afro-antillais de l'armée française puisqu'il était le fils d'une esclave noire africaine appelée Marie Cécette Dumas. Immense écrivain, il sera connu internationalement grâce à ses œuvres magnifiques, aussi bien théâtrales que dans le domaine romanesque. Écrivain populaire, sa notoriété l'a propulsé au sommet de la littérature française et consacré comme le plus talentueux romancier de son époque, le XIXe siècle. Il débute sa carrière comme clerc de notaire, contraint de gagner sa vie très tôt, par manque de moyens. La pauvreté et les humiliations que subissent sa mère et lui, notamment par son grand-père maternel, forment le personnage. En effet, depuis la mort du général son père, qui n'était plus là pour les protéger tous deux, ils se retrouvèrent confrontés à l'arrogance, les sarcasmes et les moqueries autour d'eux. Il a la secrète ambition d'entrer dans la sphère littéraire à Paris et de faire venir sa mère. Il finit par travailler dans le secrétariat du duc d'Orléans et sa mère le retrouve à Paris peu de temps après. Avec ses romans, il veut enseigner au peuple son histoire et celui-ci lui rend bien sa démarche puisqu'il devient un scénariste, un romancier à grand succès. Ses pièces de théâtre font la renommée de Paris. Il devient celui que l'on veut voir, toucher, entendre, car il était un extraordinaire orateur. Il fait fortune, il est riche, mais hélas très dépensier, ce qui lui vaudra la ruine à la fin de sa vie lorsque les salles parisiennes se sont faites plus rares. Tout n'était pas facile pour un noir d'être un romancier célèbre et on le surnommait la machine à écrire. Il attira bien des jalousies, notamment celles de ses écrivaillons qui reprirent allègrement ses romans en variation. Le théâtre était sa grande passion. On peut retrouver ce goût dans ses œuvres. Il faut dire qu'il a écrit une 60aine de pièces de théâtre qui ont été toutes jouées. Néanmoins, le racisme faisait partie de sa vie quotidienne lors de ses nombreux déplacements dans la grande société où il était souvent invité. Il s'y rendait car il aimait le monde et goûtait la vie à pleines dents. L'un des plus célèbres arguments qu'il ait eu à donner lors de moqueries racistes dont il fut l'objet et que l'histoire retiendra est celui-ci. Cela concernait une discussion sur la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qu'il défendait, lorsqu'un contradicteur lui dit textuellement « Au fait, cher maître, vous devez bien vous y connaître en nègre. » Alexandre Dumas lui rétorqua « Mais très certainement. Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. » Pour la littérature française et la gloire nationale, 1802 fut une année faste. Naissance de Victor Hugo, bien sûr, mais aussi d'Alexandre Dumas. La modestie ne fut pas leur fort, ni à l'un ni à l'autre. Alexandre, mieux encore que Victor, n'a laissé à personne le soin de le mettre en scène. C'est pourquoi ses mémoires, rédigés à partir des années 1850, sont l'un des rares ouvrages qu'assurément il ait écrit seul, et c'est pourquoi aussi ils sont demeurés inachevés, couvrant les années d'enfance et d'adolescence où le génie pointe déjà, s'arrêtant à l'entrée dans l'âge mûr en 1832. La matière, il est vrai, est inépuisable, car Dumas a tout vu et connu tout le monde, de la grisette au grand cœur, qui lui donne un fils, jusqu'au duc d'Orléans, de Delacroix à Marie d'Orval, de la bataille d'Hermanie à la Révolution de 1830. Mes mémoires, écrit leur auteur, ne sont rien d'autre que les archives littéraires de la première moitié du XIXe siècle. En vérité, elles sont beaucoup plus. Un autoportrait pétri d'humour,
dans la démesure, une épopée de la vie quotidienne, une anthropologie familière de la France et des Français, un torrent allègre charriant les bons mots et les notations fulgurantes, un prodige de bonne humeur. Et quel rythme! Quel rythme! Les Mémoires sont sans doute l'un des meilleurs romans de Dumas, roman vrai autant que vrai roman, et aujourd'hui son viatique le plus séduisant sur le chemin du Panthéon. L'édition proposée ici, sans être intégrale, contient l'essentiel des 3000 pages que comptent les Mémoires. Claude Schopp, spécialiste incontestable de Dumas, a fourni une présentation et des notes précieuses, tandis qu'Alain Decaux exprime dans sa préface un enthousiasme communicatif. Passons aux extraits. Page 284. À cette époque où j'arrivais à Paris, les hommes qui tenaient un rang dans la littérature, les illustrations parmi lesquelles je venais réclamer une place étaient messieurs de Chateaubriand, Jouy, Le Mercier, Arnaud, Étienne, Charles Nodier, Viennet, Scribe, Théolon, Soumet, Casimir de Lavigne, Lucien Arnaud, Ancelot, Lamartine, Victor Hugo, Desaugiers et Alfred de Vigny. Bien entendu que, par le rang que je leur assigne, je ne les classe pas, je les nomme. Venaient ensuite les hommes demi-littéraires, demi-politiques, comme messieurs Cousin, Salvandi, Villemain, Thiers, Augustin Thierry, Michelet, Mignet, Vitet, Cavé, Mérimée et Guizot. Puis, enfin, ceux qui, n'étant pas encore connus, devaient peu à peu se produire, tels que Balzac, Soulier, de Musset, Sainte-Beuve, Auguste, Barbier, Alphonse Karr, Théophile Gautier, Madame George Sand, encore ignorée, ne devait se révéler que par Indiana en 1828 ou 1829, je crois. Page 285. J'ai connu toute cette pléiade qui a défrayé le monde d'idées et de poésie depuis plus d'un demi-siècle, les uns comme amis et soutiens, les autres comme ennemis et adversaires. Le bien que m'ont fait les uns, le mal qu'ont essayé de me faire les autres, n'influencera en rien le jugement que je porterai sur eux. Les premiers, en me poussant, ne m'ont pas fait faire un pas de plus. Les seconds, en essayant de m'arrêter, ne m'ont pas fait faire un pas de moins. À travers les amitiés, les haines, les envies, au milieu d'une existence tourmentée dans ses détails, mais toujours calme et sereine dans sa progression, je suis arrivée à la place que Dieu m'avait marquée. J'y suis arrivée sans intrigue, sans coterie, ne me grandissant jamais qu'en montant sur mes propres œuvres. Arrivé où je suis, c'est-à-dire à ce sommet que tout homme trouve à mi-chemin de la vie, je ne demande rien, je ne désire rien, je n'envie rien. J'ai beaucoup d'amitié, je n'ai pas une haine. Si, à mon point de départ, Dieu m'eût dit « Jeune homme, que désires-tu » je n'eusse pas osé réclamer de sa toute-puissante grandeur ce qu'il a bien voulu m'accorder dans sa bonté paternelle. Je dirai donc de ces hommes que j'ai nommés, au fur et à mesure que je les rencontrerai sur ma route, tout ce qu'il y en aura à en dire. Si je cache quelque chose, ce sera le mal. Pourquoi serais-je injuste envers eux ? Il n'y a pas, parmi eux, une gloire ou une fortune contre laquelle j'ai jamais eu le désir de changer ma réputation ou ma bourse. Il faut savoir que le général Thomas Alexandre Davy de la Pailletterie n'a jamais pu obtenir sa pension de guerre comme les autres. Plus précisément, ceux qui ont participé aux campagnes de guerre de Napoléon Bonaparte, c'était évidemment une terrible injustice. À sa mort, la mère d'Alexandre Dumas tentera en vain par courrier de réclamer sa pension de veuve de militaire et le maréchal Jourdan lui suggère alors de s'adresser directement à l'empereur. Je vous en livre l'extrait, page 71. Ma mère partit pour Paris afin de se présenter elle-même à Sa Majesté l'Empereur et de solliciter ses bienfaits. Mais Sa Majesté l'Empereur lui refusa l'audience qu'elle demandait et elle revint à Villers-Cotterêts plus pauvre de l'argent qu'elle avait dépensé dans son voyage. « Sire, lui dit-elle, vous êtes peut-être Hannibal, vous êtes peut-être César, vous êtes peut-être Octave. La postérité, qui n'est pas encore venue pour vous, ou qui peut-être est venue trop tôt, en décidera. Mais à coup sûr, vous n'êtes pas Auguste. Auguste plaidait lui-même pour le vieux soldat qui avait servi sous lui à Actium, et vous condamniez
À la misère la veuve de celui qui avait servi non seulement sous vous, mais encore avec vous. J'ai dit qu'à votre défaut restait Dieu, sire. Voyons ce que Dieu fit de la pauvre famille abandonnée. On connaît la suite, bien sûr. Mon sentiment sur cet ouvrage. Cette œuvre considérable de 1034 pages n'est qu'une partie des mémoires d'Alexandre Dumas et prouve bien que la vie de cet immense romancier a été l'un des plus glorieux parcours que puisse rêver un écrivain. Rien que par son histoire, un pan entier de l'histoire de France est relaté dans sa vérité. Rien n'est omis, rien n'a échappé à cet historien, on l'aura compris, qui d'une plume aiguisée décrit sa vie avec allure et grandeur comme lui-même, mais avec cette compassion, cette humanité devant les misères qu'il a vécues, se mêlant à la souffrance de ses contemporains les plus démunis. Alexandre Dumas était aussi un escrimeur, et les duels, ça lui connaît. Il manie le verbe comme l'épée, c'est ce qu'appréciait le peuple. Sa vie est un véritable roman, c'est pourquoi ses mémoires sont un plaisir de lecture. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle rubrique. La citation de ce jour, la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine, Lucrèce Taïro, Dani Loni et Phoenix Jasmin, notre nouveau chroniqueur. Pour votre émission littéraire Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées émission Le Livre en question, téléphone WhatsApp +33 06 26 31 36 77, RPC, la radio Passion Culturelle. Par email contact@rpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans nos studios qui se trouvent au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. Encore bonne et heureuse année 2021. On se quitte en beauté avec le groupe Jarabican Balafon. Je tiens à préciser qu'ils sont auteurs de notre musique de soutien de l'émission Le Livre en question. À très bientôt.